Bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde responsabilité de clôturer la présentation scientifique du congrès. Je remercie à mon tour les organisateurs pour la qualité, comme d'habitude, des exposés et puis du programme scientifique. Et puis, on m'a demandé, donc, dans cette session cardiologique, de parler de l'hypertension artérielle secondaire. Alors, je vais bien sûr en discuter sur les causes endocriniennes de cette hypertension artérielle, la conduite à tenir en pratique chez vous quand vous voyez le patient et que vous diagnostiquez une hypertension artérielle. Alors, vous savez bien que l'hypertension artérielle est la première maladie chronique dans le monde et que sa prévalence, notamment dans tous les pays, mais au Maroc, est en augmentation, 7% des individus, mais aussi 34% des personnes de plus de 60 ans. Si on voit les maladies de type ALD, on voit que l'hypertension artérielle est la deuxième ALD, à côté, bien sûr, du diabète, et donc ça fait, bien sûr, de nos patients des lourds patients sur le plan métabolique. Alors, le traitement et le contrôle de l'hypertension artérielle sont importants, puisque ça nous permet de réduire les risques des complications cardiovasculaires, notamment les AVC, mais aussi les risques de démence vasculaire, les risques d'insuffisance cardiaque et d'infarctus du myocarde. Il faut qu'on améliore notre prise en charge, puisque comme toutes les maladies chroniques, comme pour nos patients diabétiques, le contrôle des hypertendus est très médiocre, et cela partout dans le monde. On a moins de 20% de patients traités, contrôlés. Alors maintenant, les questions pratiques qu'on doit se poser devant une hypertension artérielle. La première chose, est-ce que je dois rechercher, quand je diagnostique chez quelqu'un une hypertension artérielle, est-ce que je dois diagnostiquer, est-ce que je dois rechercher une cause secondaire? La deuxième question, est-ce que je dois faire un bilan hormonal? Et bien sûr, la troisième question, une fois que le bilan hormonal est fait, est-ce que je dois faire une imagerie spécifique pour adresser mon patient au spécialiste? Alors pourquoi rechercher une cause secondaire d'hypertension artérielle? Premièrement, parce que la fréquence des hypertensions artérielles secondaires, selon les séries, est entre 5 à 20%, dont la moitié est curable. Le dépistage est important puisqu'on ne doit pas méconnaître une cause curable d'hypertension artérielle ou même parfois des précautions thérapeutiques associées à l'hypertension artérielle secondaire. On va le voir, il y a des hypertensions artérielles secondaires à des pathologies endocriniennes. Je note par ici le phéochromocytome. On ne doit pas donner quelques classes thérapeutiques parce qu'elles risquent de causer quelques dégâts chez nos patients. Puis ensuite, l'intérêt, c'est de dépister l'hypertension artérielle secondaire, la cause, avant de débuter un traitement qui va interférer avec mon bilan hormonal. On va voir toutes les thérapeutiques qu'on utilise en première intention, que ce soit en cardiologie ou en médecine générale, vont pouvoir interférer avec le bilan hormonal. Alors, le dépistage de cette hypertension artérielle secondaire se fait généralement en 2 étapes. La première est indispensable, c'est l'enquête avec bien sûr l'interrogatoire et puis l'examen clinique pour rechercher s'il n'y a pas dans les antécédents familiaux, personnels de mon patient, quelque chose qui va m'orienter vers une cause secondaire. Ensuite, sur le plan clinique, est-ce qu'il n'a pas des signes d'une endocrinopathie qui va me permettre de me dire ce patient a une hypertension artérielle secondaire. Ensuite, en fonction de ma première étape qui est, elle, indispensable et toujours réalisable, c'est faire en fonction un bilan hormonal, voire une imagerie si cela est nécessaire. Alors, quel est le bilan initial systématique à faire devant le diagnostic d'une hypertension artérielle? Ça, bien sûr, j'ai utilisé l'HAS 2016, mais je pouvais utiliser d'autres sources. Alors, premièrement, on doit mesurer le potassium. La kaliémie est importante devant un diagnostic d'hypertension artérielle. Bien sûr, si possible, sans garrot pour éviter les fausses hémolyses et donc du coup des hyperkaliémies qui vont donc des kaliémies qui vont être normales alors qu'elles devaient être plus basses. Et puis, bien sûr, la créatinine, le débit de filtration glomérulaire est estimé par les formules Cockcroft ou MDRD, la mesure à jeun de glucose pour dépister en même temps un syndrome métabolique, la recherche par bandelette réactive, une hématurie ou une protéinurie, et puis un ECG.
Ensuite, le LDL-cholestérol est calculé à partir des fractions lipidiques pour permettre de voir si le patient n'est pas métabolique, donc un bilan lipidique standard. Mais je note ici, bien sûr, la kaliémie, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pas que les autres paramètres ne sont pas importants, mais la kaliémie devant une hypertension artérielle, vous allez le voir, va nous orienter vers une des causes endocriniennes les plus fréquentes, et ça va nous permettre de nous dévier, de nous orienter vers un bilan hormonal particulier. Alors, chez qui doit-on rechercher spécifiquement une hypertension artérielle secondaire? Si on veut être pratique, dans les hypertensions artérielles sévères, c'est-à-dire des pressions artérielles systoliques au-delà de 180 ou des pressions artérielles diastoliques supérieures à 110 mm de mercure d'emblée, c'est des hypertensions artérielles chez des patients jeunes. Quelqu'un qui fait une hypertension artérielle à l'âge de 25 ans, 27 ans, à moins de 30 ans, ce n'est pas normal, en tout cas, ça peut ne pas être une hypertension artérielle essentielle. Et donc, chez ce patient, ça mérite qu'on aille un peu plus loin et qu'on dépiste des causes endocriniennes. Une hypertension artérielle avec une hypokaliémie. Et j'ai bien fait de mettre le seuil. Nous, endocrinologues, l'hypokaliémie, ce n'est pas une kaliémie basse à 3, mais déjà un potassium moins de 3,7 mmol par litre est une hypokaliémie. Devant une hypertension artérielle, ça doit nous faire tilter et ça doit nous faire orienter vers une recherche de causes secondaires. Et puis, bien sûr, toutes les autres situations cliniques évocatrices d'une hypertension artérielle secondaire. Quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit que dans la famille, il y a une endocrinopathie, il y a un adénome de Cohn, il y a une hypertension artérielle secondaire ou d'origine endocrinienne. Quelqu'un, quand vous le regardez, vous voyez des symptômes cliniques en faveur d'une endocrinopathie, bien sûr, ça va vous orienter vers une hypertension artérielle secondaire. Alors, bien sûr, une fois qu'on a fait le dépistage, un avis spécialisé est important pour nous orienter vers le bilan hormonal. On va voir quel est le bilan hormonal qu'on doit faire minimal pour qu'on puisse dépister des hypertensions artérielles secondaires, l'échodoppler des artères rénales et, quand il le faut, quand cela est nécessaire, un angioscanner abdominal. Alors, quelles sont les causes d'une hypertension artérielle secondaire ? Il faut éliminer les causes toxiques et médicamenteuses, la contraception oestrogestative chez les femmes, les corticostéroïdes et puis les réglisses qui vont nous donner, les gens qui sont très grands consommateurs de réglisses peuvent nous donner des pseudo-hyperaldostéronismes et donc une hypertension artérielle secondaire. Ensuite, les maladies rénales, notamment la sténose de l'artère rénale également, va nous donner des hypertensions artérielles secondaires. Et puis, les choses qui nous intéressent, les tumeurs surrénaliennes sécrétantes, les adénomes surrénaliens ou les incidentalomes surrénaliens, on peut les appeler comme on veut, vont être cause d'une hypertension artérielle secondaire. Et puis d'autres pathologies endocriniennes que vous gérez dans votre cabinet, les hypothyroïdies peuvent nous donner des hypertensions artérielles. Les acromégalies, les patients qui vont être porteurs d'adénomes somatotropes vont donner des hypertensions artérielles. L'hyperparathyroïdie primaire, parce que l'hypercalcémie est aussi quelque chose qui va nous donner de l'hypertension artérielle. Alors, bien sûr, mon exposé va se faire sur les tumeurs surrénaliennes. Et donc, vous connaissez ces glandes surrénales qui sont des toutes petites glandes en forme de Y au-dessus du rein, mais qui sont vitales parce qu'elles vont sécréter des hormones dont le métabolisme est important pour l'ensemble de nos organes. Alors, si on fait l'histologie, mais sans trop rentrer dans les détails, ici, vous allez diviser votre surrénale en coupe transversale, vous avez la capsule, et puis vous avez juste en dessous de la capsule le cortex de la cortico-surrénale, et puis la médullo-surrénale. C'est des parties, chaque partie va se comporter comme une glande à proprement dite. Alors, vous voyez ici la capsule, la cortico-surrénale et la médullo-surrénale. Et puis, la cortico-surrénale est faite de 3 parties, la zone glomérulée, la zone fasciculée et la zone réticulée. Et chaque partie sécrète des hormones. Donc, c'est important, chaque couche est spécialisée dans la synthèse d'hormones différentes et fonctionne comme une glande indépendante. Alors, quelles sont les tumeurs responsables d'une hypertension artérielle ? Bien sûr, celle qui arrive en premier lieu,
c'est l'hyperaldostéronisme primaire. Les cardiologues sont d'accord puisqu'ils en dépistent également pas mal, puisque vous avez des adénomes de Cohn. Les adénomes de Cohn, c'est des petits adénomes cortico-surrénaliens où il y a une sécrétion importante d'aldostérone, on va le voir. Puis, vous avez les syndromes de Cushing, que ce soit ACTH indépendant, puisque au niveau de la surrénale, on a une petite lésion qui va sécréter de manière importante le cortisol. Ensuite, vous avez également le phéochromocytome, qui est une tumeur rare, bien sûr, mais grave et tellement importante qu'il ne faut pas passer à côté parce que parfois on peut avoir des gros malaises, des morts subites si on ne dépiste pas les phéochromocytomes. Alors, quel est le bilan hormonal à faire minimal, bien sûr ce n'est pas exhaustif, mais quel est le minimum qu'on doit faire pour éliminer ces causes? Comme l'hyperaldostéronisme est quelque chose qui est très fréquent, il faut bien sûr dépister l'hyperaldostéronisme primaire, et cela se fait par un dosage hormonal d'aldostérone et de rénine, ou l'activité rénine plasmatique, comme vous le souhaitez. Alors je dis 2 fois parce que dans l'idéal, il faut qu'on soit certain que l'hyperaldostéronisme primaire est important, et vous allez voir que c'est le dosage le plus difficile. L'hyperaldostéronisme primaire est très fréquent et pourtant le dosage d'aldostérone et de rénine sont les dosages les plus difficiles à faire parce que c'est quelque chose de très sensible, c'est comme une aiguille dans une boîte de foin et donc c'est important de confirmer l'hyperaldostéronisme primaire. Et puis l'aldostéronurie des 24 heures, c'est-à-dire qu'on dépiste, on fait une prise de sang et puis à côté on fait un dosage urinaire d'aldostérone. Ça c'est pour éliminer un hyperaldostéronisme. Ensuite, on se retrouve sur la zone fasciculée pour rechercher le cortisol. Alors le cortisol, c'est simple. Pour dépister un syndrome de Cushing, c'est-à-dire une hypersécrétion de cortisol, vous avez un examen à retenir. C'est le cortisol libre urinaire des 24 heures. C'est le plus sensible et le plus spécifique pour l'hypercorticisme. Quand vous recherchez un syndrome de Cushing, si vous faites un cortisol de 8 heures le matin, ça ne sert à rien. Si vous faites, le mieux c'est de faire un cortisol à minuit, mais c'est très difficile. Soit vous hospitalisez votre malade, soit vous réveillez le malade à minuit, ce qui est très compliqué à mon sens, mais cela dans tous les centres. Et donc du coup, un examen à retenir pour le Cushing, c'est le cortisol libre urinaire des 24 heures. Vous demandez un recueil urinaire des 24 heures et vous faites un dosage de cortisol dans les urines. Alors ça, c'est pour éliminer un Cushing, notamment un adénome qui sécrète du cortisol. Ensuite, la cause la moins fréquente, la plus rare, mais la plus grave, le phéochromocytome. Et pour cela, avant, dans les années 90, on était obligé de faire un recueil urinaire pour doser les catécholamines urinaires. Maintenant, c'est plus simple. On peut doser les méthanéphrines plasmatiques, c'est-à-dire on n'est pas obligé de passer par les urines, on est juste au niveau du sang. On a des laboratoires qui le font très très bien. On peut doser les méthanéphrines libres plasmatiques, j'entends par là l'adrénaline, la noradrénaline, la méthanéphrine et la norméthanéphrine libres plasmatiques. Cela pour éliminer un phéochromocytome. Donc ça, c'est le bilan hormonal de base. Je récapitule, 3 catégories. L'hyperaldostéronisme, c'est le plus fréquent. Rappelez-vous le dosage d'aldostérone et de rénine, très important mais très peu spécifique, en fait très spécifique mais très peu sensible. Deuxièmement, le Cushing, un dosage à retenir, le cortisol libre urinaire des 24 heures. Et ensuite, le phéochromocytome, on va voir devant quel signe on doit le rechercher, mais en tout cas, rappelez-vous, méthanéphrine et norméthanéphrine libre plasmatique. S'il y a une anomalie hormonale, bien sûr, ça va nous orienter vers une pathologie. On va aller rechercher sur l'imagerie un adénome. Donc, on fait un angioscanner des surrénales sans et avec injection. Pour qu'on ait une image qui soit interprétable, il nous faut un angioscanner des surrénales, c'est-à-dire un scanner d'abord sans injection, et ensuite on injecte pour qu'on fasse le washout. Et ça, vous devez l'exiger à votre radiologue, sinon ce n'est pas interprétable. Alors, pour l'hyperaldostéronisme, je rappelle très rapidement au niveau du système rénine-angiotensine, l'hormone qui nous intéresse, elle est là, sécrétée par la zone fasciculée de la surrénale, mais l'aldostérone n'est sécrétée
que par l'ensemble du système rénine-angiotensine, c'est-à-dire ça passe par la sécrétion de la rénine au niveau du rein, qui va transformer l'angiotensinogène en angiotensine, puis qui est transformé par l'enzyme de conversion en angiotensine 2. Alors vous voyez, j'ai fait exprès de mettre en vert les thérapeutiques. Les bêta-bloquants vont diminuer la rénine, les IEC vont diminuer la sécrétion d'angiotensine 2, les ARA2 également, et puis la spironolactone et les plérénones vont aller agir, ce sont des anti-aldostérones directs. Donc, si vous avez un patient qui est sous ces thérapeutiques, impossible de faire le bilan hormonal. Donc, ça ne sert même pas de faire de l'aldostérone et de l'ARP, elles vont être faussées. D'accord ? D'où l'intérêt de dépister une cause secondaire quand il le faut, avant de mettre en place les traitements antihypertenseurs. Alors, l'hyperaldostéronisme, la cause la plus fréquente, quand on l'évoquait, une hypertension artérielle sévère, une hypokaliémie, rappelez-vous, hypertension artérielle avec une kaliémie moins de 3,7, un patient jeune, moins de 30 ans, un hypertendu non contrôlé malgré un traitement optimal, le cardiologue fait tout, vous faites tout ce qu'il faut, le patient fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il fait les règles d'hygiène-diététique, il a un régime hyposodé, vous avez une trithérapie, c'est pas normal quand même qu'on n'arrive pas à contrôler notre patient. Bien sûr, il y a des hypertensions artérielles résistantes, il y en a, mais pensez quand même à éliminer une cause secondaire avant de dire que le patient il a une hypertension artérielle réfractaire. Une hypertension artérielle et un incidentalome, c'est-à-dire un patient fait un scanner pour quelque chose et on se retrouve devant une masse surrénalienne. Et vous avez une hypertension artérielle, bien sûr, on est uniciste et donc on doit rechercher le cause à effet. Est-ce que ce n'est pas la boule surrénalienne qui me donne une hypertension artérielle ? Ensuite, si un patient fait des complications, des maladies d'organes très rapidement après son hypertension artérielle, on se pose la question, est-ce qu'il n'a pas un hyperaldostéronisme primaire ? Toutes les grandes études nous montrent que les patients qui ont un adénome de Cohn sécrétant un hyperaldostéronisme primaire font des complications plus vite que les autres, notamment les ACFA, les insuffisances cardiaques et les AVC. Alors, le dosage aldostérone sur rénine, c'est ce que je vous ai dit, c'est très spécifique, mais peu sensible, difficile. Avant qu'il soit bien validé, il faut qu'on corrige la kaliémie. C'est-à-dire quelqu'un qui a une hypertension artérielle avec un potassium à 3,4, il faut d'abord corriger son potassium avec du sirop de potassium ou du potassium en gélule avant de lui faire le bilan. Il faut qu'il ait un apport normosodé pendant les jours qui précèdent le bilan. Il faut arrêter au moins 2 semaines avant les IEC et les ARA2, 4 semaines avant les diurétiques, les bêta-bloquants et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et 6 semaines avant la spironolactone. Autant dire que c'est mieux de le faire au tout début de la maladie, quand on le peut. Si jamais on ne l'a pas fait avant parce que le malade était suivi, il avait un traitement et qu'on pense, ce n'est jamais trop tard, bien sûr, mais il faut arrêter ces thérapeutiques. Un bilan hormonal fait sous ces thérapeutiques n'est pas interprétable, vous l'avez vu. Toutes ces thérapeutiques vont diminuer les enzymes qui vont aller converger pour augmenter l'aldostérone. Alors les faux positifs qui vont augmenter le rapport aldostérone sur rénine, c'est les bêta-bloquants, les AINS, l'insuffisance rénale et l'âge. Bien sûr, les faux négatifs, c'est les diurétiques, la spironolactone qui vont diminuer le rapport parce qu'elles sont anti-aldostérone, les IEC et les ARA2, l'hypokaliémie, l'hypertension artérielle rénovasculaire, la grossesse et la déplétion en sodium. Alors les arrêts des médicaments, je vous l'ai dit, on en a déjà parlé. Alors ça, c'est juste une image pour vous montrer que c'est très difficile de doser l'aldostérone. Autant les glucocorticoïdes, le cortisol et les androgènes sont faciles à doser, autant l'aldostérone est vraiment difficile. Alors ça, c'est les recommandations de la dernière société de la SFE, de la Société française d'endocrinologie, pour le dépistage d'hyperaldostéronisme chez un patient suspect, nous recommandant au stage de dépistage de réaliser le rapport aldo sur rénine, d'accord, préférentiellement en conditions standardisées le matin, plus de 2 heures après le lever, en position assise depuis 5 à 15 minutes, en régime normosodé, en normokaliémie, les antihypertenseurs arrêtés. Alors vous allez me dire, quelqu'un qui a une hypertension artérielle,
et qu'on suspecte un hyperaldostéronisme primaire, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas le laisser à 19 de tension et aller lui faire son dosage. Bien sûr, on peut arrêter les antihypertenseurs qui vont interférer et switcher vers des antihypertenseurs qui n'interfèrent pas. Lesquels? Ce sont les inhibiteurs calciques de longue durée d'action et les alpha-bloquants. Tout ce qui est alpha-bloquant, l'alpresse par exemple, ou les inhibiteurs calciques, notamment l'amlodipine ou les autres, peuvent être utilisés pour faire le bilan hormonal. Donc quelqu'un qui est hypertendu, ne le laissez pas, parce que c'est grave bien sûr de le laisser en hypertension artérielle pour le moment du traitement. On switch, on arrête ceux qui interfèrent et on passe à ceux qui n'interfèrent pas. Alors le dosage de la rénine et l'aldostérone, dans l'hyperaldostéronisme primaire, c'est simple, l'aldostérone va être augmentée, la rénine va être basse et donc le rapport aldostérone sur rénine va être augmenté. Ensuite, on a les hyperaldostéronismes secondaires où l'aldostérone et la rénine vont être augmentées. Les hypoaldostéronismes, ça c'est la maladie d'Addison, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est ici l'hyperaldostéronisme primaire, aldo augmenté, rénine basse. Alors, quelles sont les causes? Deux causes principales, l'adénome surrénalien, c'est-à-dire l'adénome de Cohn, dans 35% des cas, et les hyperplasies surrénaliennes, c'est-à-dire que je ne visualise pas de masse surrénalienne, mes deux surrénales sont augmentées de volume. Ça, c'est une hyperplasie surrénalienne. Alors, quelle est la prévalence de l'hypokaliémie dans l'hyperaldostéronisme primaire? Alors, regardez, dans l'adénome de Cohn, dans 50% des cas, il y a une hypokaliémie. Donc, quand vous avez un patient ou une patiente qui a une hypertension artérielle avec un potassium bas, un patient sur deux va avoir un hyperaldostéronisme primaire. Alors, sur l'imagerie, qu'est-ce qu'on voit? Regardez ici, les surrénales, c'est comme un Y inversé au-dessus de mon rein. Ici, à droite, vous avez votre surrénale et puis la boule, ici, donc c'est un adénome qui ne va pas prendre le contraste après injection. On est devant un adénome de Cohn. Si on avait une hyperplasie, les deux surrénales seraient un petit peu hypertrophiées, sans masse visualisable. Quand on a une hyperplasie, le traitement est médical, parce qu'on ne va pas enlever les deux surrénales. Ce serait le mettre en danger et le mettre en insuffisance surrénalienne. Par contre, quand on a un adénome qui sécrète et qui fait une hypertension artérielle, si on confirme le diagnostic, le traitement est chirurgical, on va aller enlever l'adénome. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est toute la difficulté, c'est qu'une imagerie normale n'élimine pas le diagnostic d'hyperaldostéronisme. Si vous diagnostiquez sur le plan hormonal un hyperaldostéronisme, même si l'imagerie est normale, il faut le traiter comme tel, c'est-à-dire le traiter médicalement par des antialdostérones. Alors ensuite, on a parlé de l'hyperaldo, on va parler du Cushing très rapidement. Le Cushing, vous savez, c'est quelqu'un qui a une imprégnation cortisolique avec une augmentation de sécrétion de cortisol, notamment l'obésité, la fragilité cutanée, le visage qui est arrondi, l'hypertension artérielle, mais aussi les vergetures, l'intolérance au glucose, l'hypertension artérielle, l'acné, parce que c'est des patients qui vont avoir un hirsutisme et une hypersécrétion des androgènes. Alors, le diagnostic, un seul examen. Je veux que vous vous rappelez d'un seul examen, le cortisol libre urinaire des 24 heures. Pourquoi? Parce que la sécrétion du cortisol par la surrénale sous l'action de la CTH se fait de manière nictémérale. On a un pic le matin, ça diminue vers midi, ça rediminue vers 16 heures et c'est aboli à minuit. À minuit, pour qu'on puisse dormir, on a tous un cortisol qui est aboli. Donc, pour voir si quelqu'un sécrète du cortisol sur 24 heures, on fait un recueil urinaire des 24 heures. Ça se fait très facilement. On demande au patient d'avoir la diurèse des 24 heures et puis on demande un cortisol de libre urinaire des 24 heures. Ensuite, dernière cause, le phéochromocytome. Alors le phéochromocytome, je vous demande de vous rappeler de méthanéphrine, norméthanéphrine libre plasmatique. Alors, le phéochromocytome, c'est une tumeur rare, mais grave. Et donc, c'est une tumeur qui est paraganglionnaire, qui se voit sur la médullosurrénale. Rappelez-vous, la surrénale, corticosurrénale, médullosurrénale, on est à l'intérieur de la surrénale, mais toute la difficulté du phéochromocytome, c'est qu'il y a des tumeurs paraganglionnaires, et ce qu'on appelle le paragangliome, c'est la même maladie, puisque c'est le système sympathique tout au long de la chaîne ganglionnaire qui va sécréter par le tissu chromaffine les hormones.
Alors l'origine du phéochromocytome, c'est le neuroblaste, hein, c'est les phéochromocytomes qui vont dériver des cellules glandulaires neuroendocrines. Et donc, on va voir que sur la médullo-surrénale, ça donne des phéochromocytomes. Mais si c'était sur la tête ou sur le cou, ben ça va s'appeler un paragangliome, d'accord? Et donc, le diagnostic, c'est les méthanéphrines. Comme je vous le dis, avant, on était obligé de passer par les urines. Maintenant, on a des examens très spécifiques sur le sang. Alors ici, vous voyez, la pathologie est estimée en France par 1 sur 100 000 habitants, et celle des pour les paragangliomes, et celle des phéochromocytomes, 1 pour 500 000, donc c'est assez rare. 25% des phéochromocytomes surviennent sur une maladie génétique. C'est soit un von Hippel-Lindau, soit une neurofibromatose, soit une néoplasie endocrinienne de type 2. Alors, ces tumeurs sont bénignes dans plus de 80% des cas, mais parfois, malheureusement, elles peuvent être malignes quand leur diamètre est supérieur à 5 cm, quand il y a des métastases secondaires, ou quand il y a des critères histologiques et des marqueurs moléculaires qui sont un fort argument pour la malignité. Alors, quels sont les signes cliniques d'un phéochromocytome? L'hypertension artérielle, mais elle est surtout paroxystique, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de l'hypertension artérielle et de l'hypotension artérielle. C'est quelque chose qui est très typique d'un phéochromocytome, c'est ce qu'on appelle l'HTA labile. Il fait des pics à 19, mais en même temps, il fait 9 de tension. Des céphalées, des sueurs et des palpitations, c'est la fameuse triade de Ménard, mais on n'attend pas celle-ci parce qu'elle est quand même, comme toutes les pathologies en médecine, pas du tout, elle est pathognomonique, mais pas du tout obligatoire pour le diagnostic. La pâleur et la perte de poids. Alors, quand on a une HTA paroxystique ou résistante ou une histoire familiale, on fait des méthanéphrines et quand elles sont positives, ben à ce moment-là, on fait une imagerie. Alors, comme je vous ai dit, souvent, ça rentre dans des maladies génétiques, mais bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Et puis, un deuxième marqueur qui est aussi sensible dans le phéochromocytome, c'est la chromogranine A. La chromogranine A va être aussi augmentée, comme les méthanéphrines. Deux interférences, les IPP et l'insuffisance rénale. Si vous faites une chromogranine A sous IPP ou dans l'insuffisance rénale, elle va être faussement augmentée. Donc, il faut arrêter ce médicament avant de faire le dosage. Alors, sur le scanner, le phéochromocytome est typique puisqu'on va voir une boule, un adénome hyper dense après injection de produits de contraste. Il n'y a pas plusieurs types d'adénomes qui prennent le contraste au scanner. Le phéochromocytome, pour un radiologue, c'est très facile. Dès que ça prend le contraste et que c'est supérieur à 2 cm, généralement, c'est un phéochromocytome. Alors, vous voyez ici, à droite, à gauche, la surrénale gauche, et puis à droite, une boule à la place de la surrénale. Là, c'est un phéochromocytome puisqu'il prend le contraste. Alors, chez qui doit-on rechercher un phéochromocytome? Hypertension artérielle labile, hypertension artérielle résistante, hypertension artérielle avec symptomatologie catécholaminergique. Les catécholamines, c'est des hormones de stress, sueur, pâleur, malaise, pic hypertension, hypotension, quelqu'un qui perd du poids. Ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes catécholaminergiques. HTA plus diabète chez quelqu'un qui a un BMI moins de 25 ou chez des sujets de moins de 50 ans. Regardez l'autre ratio supérieur à 19. On multiplie par 19 le risque de faire un phéochromocytome. Histoire familiale ou personnelle de maladies génétiques, ou l'incidentalome surrénalien. Bien sûr, quand on voit de manière juste au hasard, on tombe sur une boule, sur un scanner, il faut éliminer un phéochromocytome parce que c'est une pathologie rare mais grave. On ne peut pas passer à côté, surtout si on doit opérer le patient. Aller opérer un patient qui a un phéochromocytome non diagnostiqué, on risque la mort subite au moment de l'induction. Les réanimateurs le savent très bien. L'induction d'un phéochromocytome ne se fait pas du tout de la même manière. Ensuite, quelles sont les complications et pourquoi il est intéressant de diagnostiquer un phéochromocytome? Parce que les complications sont cardiaques. Les cardiologues le connaissent très bien. Les cardiopathies adrénergiques et ce qu'on appelle un peu les Takotsubo sur phéochromocytome, les troubles du rythme, les OAP. Et puis, c'est une contre-indication totale des bêta-bloquants. Une prise en charge par un traitement chirurgical, mais une équipe spécialisée. Et bien sûr, en préopératoire, on doit préparer nos patients. Un patient qui a un phéochromocytome, il doit être préparé des inhibiteurs calciques d'abord avant de mettre les bêta-bloquants. Alors, quels sont les médicaments que vous devez connaître qui interfèrent avec le phéochromocytome? Donc, les antidépresseurs, c'est important, les bêta-bloquants et
les agonistes dopaminergiques, notamment les antiémétiques, qu'on donne parfois de manière assez fréquente. Chez quelqu'un qui a un phéochromocytome, ça va agir en augmentant la sécrétion de catécholamine. Ils peuvent tuer le malade. Alors, je finis, et je suis contente parce que j'ai bien respecté mon temps. En pratique, il faut penser à une cause secondaire d'hypertension artérielle si le patient est jeune, s'il y a un contexte de maladie endocrinienne dans la famille, s'il y a une hypertension artérielle labile ou résistante malgré un traitement optimal, c'est-à-dire un patient qui, bien sûr, fait ses règles hygiéno-diététiques sans problème, qui n'est pas sédentaire, et malgré tout, il y a une hypertension artérielle et qui n'est pas contrôlée, il faut bien sûr penser à une cause secondaire. Le bilan hormonal de base, on en a parlé, 3 en spécificité, et bien sûr l'imagerie, si jamais le bilan est anormal, l'adresser aux spécialistes pour la suite de la prise en charge. Je vous remercie pour votre attention et je suis là pour vos questions. Merci, Dr Benambar, pour cette très belle présentation où il y a plein de renseignements. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai une question, si vous permettez. Allez-y. S'il vous plaît, je suis là. S'il vous plaît, en matière de Cushing, vous avez dit que le seul test, c'est le dosage du cortisol libre dans les urines de 24 heures. Est-ce que le test selon lequel on donne 2 comprimés de cortisol à minuit et on dose le cortisol le matin, est-ce qu'il n'est plus de mise? Non. J'ai dit l'examen de dépistage en médecine de base, c'est le cortisol libre urinaire. C'est-à-dire que si je dois faire un seul examen pour le Cushing, c'est le CLU, c'est le cortisol libre urinaire. Si le cortisol libre urinaire est augmenté, là je dois confirmer par un deuxième dosage, notamment le test de freinage minute. On donne du Dectancil 0,5 mg de comprimé à minuit. Et on dose le cortisol de 8 heures. Ça, c'est pour qu'on confirme si mon hypercorticisme est freinable ou pas. D'accord? Mais le dépistage d'un hypercorticisme se fait par le cortisol libre urinaire des 24 heures. Si celui est négatif, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous avez compris? Si par contre il est positif, là, je dois confirmer que mon dosage, que ma sécrétion n'est pas freinable par un test de freinage minute. Surtout que le Dectancil n'existe pas au Maroc. Le Dectancil n'existe pas au Maroc. Le dosage qui n'existe pas. Non, même le Dectancil. Le Dectancil n'existe pas. Voilà. Et vous avez dit 0,5 mg. 0,5 mg de comprimé, c'est-à-dire 1 mg, c'est des comprimés de 0,5 mg. On donne 1 mg donc le soir à minuit et on dose le cortisol à 8 heures. Mais ça, il faut que les médecins ou le patient se le procurent pour qu'on puisse faire. Mais le dépistage de base en médecine de ville tous les jours, c'est le cortisol libre urinaire. Ça permet de faire le dépistage de masse. Merci. Merci pour la Il y a d'autres questions? Merci, madame, pour la qualité de l'exposé. Est-ce que, avant de confirmer l'hypertension artérielle, est-ce qu'il y a des examens à faire pour confirmer l'hypertension artérielle? Bien sûr, ici... Surtout la MAPA. Alors, bien sûr, là, je parle d'une hypertension artérielle déjà confirmée. Vous avez fait la MAPA, vous avez fait les tests au domicile, vous avez fait votre démarche diagnostique de base pour une hypertension artérielle, vous avez confirmé votre hypertension artérielle et vous vous posez la question, est-ce que vous ne devez pas rechercher une cause secondaire? D'accord? Mais bien sûr, l'hypertension artérielle doit être confirmée par comme pour tout le monde, par une MAPA ou par les dosages à domicile. Comment? Le bilan de base, il faut le faire, bien sûr. Quand vous avez diagnostiqué, vous devez faire le bilan systématique, biologique, et ensuite, une fois qu'il est confirmé que votre bilan est de dépistage, chez les personnes dont on a discuté, jeunes, résistants, traitement, maladies endocriniennes dans la famille, il faut faire le bilan hormonal. S'il vous plaît, pour le phéochromocytome, oui. Vous avez dit le dosage des méthanéphrines. Quel en est pour l'acide mandélique? Alors, l'acide mandélique et vanille mandélique, c'est pour le neuroblastome. D'accord? Le neuroblastome est une tumeur encore plus rare que le phéochromocytome
très rare chez l'adulte, beaucoup plus fréquente chez l'enfant. Donc l'acide homovanillique ou vanille mandélique, l'HVA ou la VMA, se font chez l'enfant en première intention, parce que c'est plutôt, rappelez-vous l'histologie, c'est les crêtes neurales, donc chez l'enfant c'est le neuroblastome. Par contre chez l'adulte c'est exceptionnel, hein. Le neuroblastome chez l'adulte est grave, mais exceptionnel. Il y en a, j'en ai vu quand je pratiquais au CHU, j'ai vu 4 cas sur toute ma carrière, mais c'est vrai qu'une fois que la pathologie n'est pas très typique d'un phéochromocytome, si l'imagerie ne nous indique pas que c'est un phéotypique, là on peut aller faire l'acide vanille mandélique et l'homovanillique, mais pas en première intention. D'accord? Oui. Alors on va rajouter une question pour clôturer après la session. Oui. Attends le micro. Des hypokaliémies, donc on aura des faux positifs concernant le diagnostic de l'hyperaldostéronisme. Alors je répète la question, c'est que l'hypocalémie est tellement fréquente par le biais d'autres médicaments ou d'autres toxiques que le dépistage d'hyperaldostéronisme peut être faussé. Je pense réellement que l'hyperaldostéronisme primaire est l'hypersécrétion hormonale la plus fréquente devant une hypertension artérielle. Un patient qui a une hypertension artérielle avec une hypokaliémie sans autre médicament, il faut aller dépister un hyperaldostéronisme primaire. Quelqu'un qui a par exemple des médicaments qui vont abaisser l'hypope, notamment des diurétiques hypokaliémiants ou des corticoïdes, bien sûr il faut arrêter ces thérapeutiques, corriger l'hypokaliémie. De toutes les manières, il faut la corriger avant de faire le bilan. Si cette hypokaliémie persiste et qu'on est dans un contexte d'hypertension artérielle, je pars du principe, c'est un dosage qui est certes coûteux mais qu'on va faire une fois dans la vie. Je pense que si on y pense, il faut aller jusqu'au bout. D'accord ? S'il vous plaît. Madame Benamar, j'aimerais bien vous poser une question à propos du phéochromocytome et la surveillance post-opératoire. Oui. Est-ce qu'il y a un protocole à suivre pour les bilans biologiques Alors, le phéochromocytome, une fois qu'il a été opéré, bien pris en charge, on doit faire un dosage, bien sûr, selon l'anapathe. Si mon anapathe me dit que c'est un phéo bénin, d'accord, normalement, il ne récidive pas. D'accord. Si je suis dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne, dans un von Hippel-Lindau ou dans une neurofibromatose, où c'est une maladie génétique où il y a un risque de récidive, il faut faire un bilan. Ce qu'on fait, c'est 6 mois après la chirurgie, on fait un bilan hormonal, méthanéphrine, libre plasmatique ou chromogranine A, refaire le dosage qui avait été positif en préopératoire. Parce que vous savez que les phéos, soit ils sécrètent la noradrénaline, soit ils sécrètent l'adrénaline. Donc si c'était l'adrénaline, il faut refaire l'adré. Si c'était la noradré, il faut faire la noradré. Ensuite, au niveau imagerie, on fait une imagerie à 6 mois en post-opératoire, pas avant, parce que la fibrose de la chirurgie va être quelque chose qui va nous empêcher de faire le diagnostic, et puis à 1 an. Si c'est négatif, on peut après espacer la surveillance. Mais réellement, la surveillance est dictée par l'anapathe. Si je suis devant un phéo bénin, je suis quand même rassurée, le risque de récidive est moins de 5%. Si je suis dans un phéo malin, le risque de récidive est supérieur à 20%. Merci Madame Benamar pour vos réponses. Je vous remercie. Et on vous remercie pour votre présence. Donc on clôture en même temps la session et le congrès. Donc à l'année prochaine, Inch'Allah. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être en juin. Pourquoi pas, il faut bloquer juin juste après le Ramadan.